Sympathique attention accordée à la chaîne de référence, Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa, puisque vous nous suivez sur ces deux chaînes, bien entendu, sur CCTV la Ligue officielle aussi. Merci parce que vous nous avez choisi ce matin. Kiosque de ce lundi, nous recevons pour vous sur ce plateau deux invités de haute portée. Nous allons avec eux analyser les sujets d'actualité qui restent dominés, vous le savez, par ces documents. La Constitution congolaise qui fait polémique. Est-ce qu'il faudrait changer cette loi fondamentale? La grande question de ce matin. Sur ce plateau, je l'ai dit, deux invités. Ils devront analyser les questions liées à la position du président de la République. Vous l'avez suivi certainement dans la Chopo. Il a relevé le défi qui, pour lui, reste autour de cette loi fondamentale. Il y a beaucoup qui doit changer pour lui, les difficultés, notamment de le long que doit prendre notre pays, la République démocratique du Congo, c'est autour de cette loi fondamentale. À l'IDPS, on soutient cette position, vous le savez déjà pourtant, vivement salué par Augustin Kabouya. Les invités sur ce plateau donneront leur point de vue. Un autre sujet d'actualité ce matin, les mesures, vous l'avez certainement suivi, exceptionnelles, sont prises pour juguler les problèmes des embouteillages dans la ville-province de Kinshasa. Les mesures justement prises par le VPM en charge de transport, voie de communication, Jean-Pierre Bembagombo, la CNPR, lance donc de ce lundi, c'est déjà débuté selon nos sources d'information, en tout cas l'opération de l'alternance à sens unique des circulations routières. Plusieurs acteurs de la ville sont ciblés pour le début de cette opération. On parle de Ngouma, Monjiba, le Zekiri, Météo, le boulevard Lumumba. On va donc expérimenter cette mesure. Voilà, je reçois sur ce plateau Thierry Mukelekele. Il est analyste politique, journaliste indépendant, communicateur social. Merci à vous d'être venu, Thierry Mukelekele. Merci bien. Je salue Pascal, mon ami de tout le temps, et je salue ceux-là qui suivent CCTV en ce moment. Je salue aussi mes amis de la prison militaire de Ndolo. Je tiens à vous signaler qu'il y a quand même des avancées par rapport aux différents messages. J'ai eu un appel de la prison de Ndolo. L'un de ceux-là que je cite souvent, Banza Kisimba, m'a confirmé qu'il a eu finalement sa décision de renvoi, quoique ça fait 13 ans, mais nous sommes en train maintenant de solliciter auprès de la justice militaire d'accélérer pour qu'il connaisse son sort finalement 13 ans après sa prison. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Est-ce que sera-t-il acquitté? Sera-t-il comment? C'est par rapport à ce que nous avons tous déploré ici, tout à fait. Le caractère élastique des procédures au niveau des instances judiciaires. Oui, maintenant je suis satisfait, mais il y a d'autres cas comme celui qui a déjà fait 24 ans. Toujours il était condamné pour 20 ans. Ah, condamné. Condamné pour 20 ans, mais il a 24 ans. Il est encore, malheureusement, à la prison de Ndolo. Donc il y a absence d'issurier dans le traitement du dossier judiciaire. Et je ne chute pas là, il y a une dame qui a fait le buzz dans TikTok. Elle est de Yolo Sud. Je viens de mener des enquêtes. Elle est monitrice à l'école primaire en deuxième année. Ah, ok. Ouais. Ah, vous avez fini par l'identifier. On se disait, mais où est-ce qu'elle était? Elle est de Kinshasa. Ah, d'accord. Elle est de Yolo Sud. Bon, jusque-là, je crois qu'elle a douté un peu. Je ne sais pas si Elombe, c'est ça son vrai nom. Maman Nabango qui fait Elombe, Maman Nabango. Il y a un nom comme ça que j'ai vu sur TikTok. Tout à fait. Moi, je voulais encourager, parce que par rapport à son âge, il y a des dames de sa génération qui ont honte de travailler comme elle travaille. Elle travaille, elle ramène la vie que nous avons connue à l'école primaire. Elle rend les enfants la vie à l'école. Et je crois que la plupart des enfants, c'est vrai, ils évitent d'aller à l'école parce qu'ils sont stressés. Stressés, tabassés et tout et tout. Mais elle a une méthodologie. Je pense qu'elle est certainement du domaine. Ouais. Elle a été, un peu comme l'a dit Pascal tout à l'heure avant l'émission, formée pour ça. En tout cas, elle a de la pédagogie. Merci. Il faudrait que les autorités, le bourgmestre... Je pense que nous allons dans le cadre de nos émissions élaborées, prendre contact pour qu'elle puisse répondre, nous dire qu'est-ce qu'elle pense faire dans l'avenir. Et puis, je pense, comme vous l'avez dit, les autorités
autrement apporteront leur soutien. Merci beaucoup à vous, Thierry Mukelekele. C'est donc sa toute première prise de parole sur ces grands plateaux de kiosque ce matin. Il est analyste politique, journaliste indépendant et communicateur social. En face de lui ce matin se trouve Pascal Ondié. Il est spécialiste des questions politiques. Nous recevons pour le compte de ce tout premier numéro de la semaine. Pascal, merci d'être venu. Merci, cher frère. Merci pour l'invitation. Bonjour à Thierry. Je crois que nous avons fait 2 semaines. Hein. On ne s'est pas vu, on ne s'est pas rencontré, alors qu'on est habitué chaque lundi de nous retrouver sur le plateau. Simplement parce que j'ai fait un déplacement à l'intérieur de notre pays, précisément dans le Haut-Katanga, plus précisément encore dans le territoire de Kasenga, où je suis allé découvrir beaucoup de réalités, les potentialités de notre pays, et pourtant nous nous embrouillons parfois. J'arrive à Kachobwe. J'accompagnais bien entendu le vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, où il est allé lancer la campagne agricole dans une entité où la terre est très très fertile. Mais malheureusement, nous paresseux naturellement, nous ne savons pas exploiter notre terre. Et là, il lance une campagne gratuite avec des tracteurs. Maintenant, les gens se sont inscrits et chaque personne a au moins 1 hectare et le tracteur travaille gratuitement pour lui et le produit aussi sera bénéficié gratuitement par la population. Le total, c'est 5 000, quelque chose comme ça de personnes. Pour les enseignants, 2 hectares par enseignant et le produit sera gratuit pour les enseignants. Et le carburant, c'est lui qui prend en charge pour les tracteurs. J'ai dit, c'est extraordinaire. Et c'était pour la grande satisfaction de la population. On quitte Kachobwe, on arrive à Kabimbi. C'est un coin, je crois que Thierry connaît, un coin du pays perdu entre les eaux. Et là aussi, il a construit une maternité et qu'il a mise à la disposition de la population de façon gratuite. Même si, sur le plan technique, il a bénéficié de l'appui de la FEPRO, une association de la maman du chef de l'État, Mamarte Kassalou. Et cela a la satisfaction de la population parce que ce coin-là, il est difficile de voir une autorité arriver. Et il faisait ces choses, bien entendu, parce qu'il a eu à faire des promesses lors des campagnes et il est allé les matérialiser. Pour moi, j'avais constaté que c'est une expérience essentielle, cette façon d'aider la population qui, naturellement, nous sommes, pas seulement dans ce coin, c'est à travers le pays, nous sommes un peu fatigués, un peu paresseux. Alors, lorsqu'on nous pousse vers l'agriculture, je crois que c'est une façon de nous prendre en charge. Et j'avais encouragé et je dis que cet élan puisse continuer. Si on peut avoir autant de dirigeants qui comprennent cela, afin d'aider la population, je crois que c'est une bonne chose pour le pays. Merci beaucoup Pascal Ondié. C'est donc sa toute première intervention. Je vous retiens encore parce que vous avez les micros. J'aimerais que vous puissiez introduire rapidement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces CGM pour lutter contre la saturation du trafic routier à Kinshasa. La Commission nationale des préventions routières, CNPR, et l'Office de voirie et drainage, OVD, ont pris certaines mesures à titre expérimental, et dont l'assimilation a débuté dimanche à Kinshasa. Vous avez suivi ces mesures, cette annonce d'abord de ces mesures exceptionnelles. Comment vous les avez réussi? Bon, Pascal, j'ai été conseiller au ministère des Transports. À l'époque, c'était la vice-primature des Transports. J'ai été conseiller à la vice-primature de l'Intérieur. Les 2 secteurs, en fait, qui ont la charge de la régulation des routes. Mais j'ai une petite expérience. À ce jour, par exemple, dans la ville de Kinshasa, le problème, c'est la réhabilitation des artères publiques. La première des choses. La vérité, c'est que, à ce jour, là où nous sommes présentement ici à Gombe, si quelqu'un veut arriver à limiter, je ne sais pas par quelle route il peut passer. Donc il sera obligé de contourner, aller prendre maintenant 24. Et alors que la route la plus facile est ici, il peut prendre poids lourd, mais poids lourd aujourd'hui est coupé, le passage n'est pas possible. Et lorsqu'il n'y a pas de passage, il faut imaginer la conséquence, c'est qu'il y aura des routes, il y aura des embouteillages. Les véhicules vont venir, seront stoppés par les trous, et la vitesse sera conditionnée, la conséquence, il y aura d'embouteillages. Si on ose prendre par exemple le flambeau au niveau des Bralima, là aussi c'est coupé, il n'y a pas passage, beaucoup d'eau. Et quand vous prenez Itaga,
N'en parlons pas. Est-ce que c'est pas par rapport Excusez, je termine. Allez-y. Quand vous prenez tout ce qu'il faut pour sortir vers Kinshasa, Barumbu, tout ça, il n'y a pas de route. La conséquence, c'est laquelle? Tous les véhicules se déversent vers une ou deux routes qui sont encore un peu en bon état. Vous ne pouvez pas réfléchir sur les embouteillages. Le matin, chaque matin et chaque jour, quand vous êtes vers Kingasani, vers Ngaba, ainsi de suite, sur le boulevard Lumumba, chaque jour il y a des embouteillages. Pourquoi? Parce qu'on n'a que cette route-là. Et on se prépare mentalement pour ça. Mais voilà, il n'y a pas une autre route. Le problème ici, c'est qu'on soit à mesure de responsabiliser clairement le ministre des Infrastructures et le ministre des Finances. J'avais interpellé à son temps le ministre des Infrastructures. Son conseiller m'a répondu, il m'a dit, nous avons des projets, on a lancé... Mais le problème, c'est au niveau du ministère des Finances. J'étais en train de dire, je vais vous relancer Pascal, j'étais en train de dire, est-ce que les autorités n'ont pas compris qu'il n'y a pas assez de routes à Kinshasa, ou les routes en bon état? C'est ainsi qu'ils ont voulu trouver une solution alternative. La solution alternative, c'est ces mesures, c'est ce que je voulais vous faire réfléchir. Non, cette solution n'apportera rien du fait qu'on doit savoir qu'on n'a pas des infrastructures d'abord. Ça, il faut le reconnaître. À Kinshasa, le problème, ce n'est pas... C'est éviter les problèmes, ça, c'est selon vous? Non, le problème, c'est d'abord des routes. Et le comportement des conducteurs vient après. À l'époque, quand j'étais conseiller, j'avais fait une proposition qu'on ne peut octroyer le permis de conduire qu'à celui qui a nefisque obtenu le diplôme d'État ou un brevet d'une formation quelque part. Il a quitté l'état animal. À ce moment-là, on peut oser. Mais chez nous, on octroyait les permis de conduire aux gens qui n'avaient pas le sens d'humanité, qui vivaient comme animal sans éducation, sans instruction. Et pire encore, depuis que nous n'avons plus les permis de conduire, alors c'est les moins instruits de la société qui sont maintenant sur les artères publiques. Les qualificatifs sont forts. Non, ce n'est pas fort. Regardez maintenant, quand vous prenez même les réseaux sociaux, excusez que je fasse ce raccordement. L'éducation qui serait administrée par les enseignants des gens instruits, n'est-ce pas? Aujourd'hui, l'éducation est administrée par qui? Les ratés de la société qui se retrouvent sur les réseaux sociaux. Et c'est ce que nous consommons matin, midi, soir. Et regardez maintenant les insanités. Quand vous avez une telle société... Avec des conseils, des coachs... Quand vous avez une telle société, ne vous posez pas la question par après sur le comportement des gens lorsqu'on évolue. Ou lorsque nous sommes dans des places publiques. Et donc, ici, je pense, l'initiative du ministre des Transports, de mon point de vue, n'est pas efficace parce qu'à travers le Conseil des ministres, on aurait dû prendre des décisions, des mesures fortes à l'interne pour que le ministre des Infrastructures fasse correctement son travail par la réhabilitation des artères et cela également avec le ministre des Finances pour qu'il disponibilise les moyens afin qu'on ait des infrastructures. Sans infrastructures, on peut imaginer, on peut penser, je ne crois pas qu'on sera à mesure de résoudre quelque chose. Alors Thierry Moukelekele, est-ce que ce n'est pas tôt de vouloir remettre en question, en cause l'initiative, ces mesures prises par l'autorité en charge des transports et de communication, Jean-Pierre Bemba, le VPM, est-ce que ce n'est pas tôt l'analyse de Pascal de vouloir dire rien ne marchera? On ne peut pas attendre d'abord que ces simulations qui ont commencé puissent finir et qu'on voie en pratique comment ça va se passer. Bien, l'idée en soi est bonne. Hein? Même quand je suis Pascal, il n'a pas rejeté l'idée. Il s'en plaint parce que cette idée n'est pas encadrée. Mais, et puis... Non, mais ce sont les techniciens. Vous verrez. Vous avez suivi le directeur technique de la CNPR qui est intervenu. Écoutez, la CNPR, nous connaissons ses objectifs et son alignement. Ça veut dire? Ça dit que quand la CNPR est sur la rue, elle est limitée. Par rapport aux réalités que... Par rapport aux réalités que Pascal vient de dire, elle ne sera que sur les artères passables, présentables. Et là, le VPM Bemba risque de se retrouver en train de porter un chapeau qui n'est pas le sien. Parce que ce n'est pas lui qui doit réhabiliter les routes. Lui veut que la circulation soit fluide. Mais il faudrait qu'il ait l'accompagnement, comme il y a l'OVD, c'est-à-dire le ministre infra, qui devait vite travailler avec le gouverneur de province, parce que là déjà,
il y a des routes qui sont à caractère urbain, sur lesquelles c'est le gouverneur qui doit intervenir. Quand vous parlez de Itaga, Itaga traverse Lingwala, Kasavubu, Kinshasa jusqu'à Barumbu. Mais c'est impraticable à partir de Lingwala déjà. Quand vous êtes sur Mouchi, vous ne savez pas atteindre Huileri sur Itaga. Voyez-vous? Donc tout celui qui vient sur des Huileri, il doit prendre Mont des Arts. Et c'est pourquoi aujourd'hui Mont des Arts, qui devait être aussi à sens unique, se retrouve à deux sens malgré l'étroitesse, à deux sens parce que Itaga n'est plus fréquentable. D'où ce que nous allons demander au gouvernement, c'est d'accompagner le ministre de Transport dans ce sens où, s'il n'y a pas tout le matériau de construction de route, mais on peut déployer les engins pour ne fût-ce qu'à planir les entreludes des routes pour permettre cette fluidité. Parce que quand vous êtes sur 24... Mais avec si tout, pendant cette saison pluvieuse, et ça sera efficace selon vous? Oui, ça sera efficace. Pourquoi? Parce que quand vous prenez Kabalo, Kitega, vous arrivez avant Itaga, ce sont des entreludes qui sortent sur 24 et sur Mouchi. On va désengorger Kalembelembe, qui n'est plus praticable depuis Asanef jusqu'à Huileri. On va désengorger Nyangwe, qui n'est plus praticable, comme le dit Pascal. Pratiquement, si on envoie certains engins dans les rues d'interlude, on va essayer de désengorger. Quand vous êtes sur Kassai, vous ne savez plus atteindre Barumbu aussi. Pratiquement. Donc, vous arrivez au croisement avec l'avenue qu'on a débaptisée malheureusement Luambo Makiadi. Mais pourquoi on l'avait baptisé? Parce que ça ne ressemble pas à Luambo, Franck. Comment était-il? Comment était-il, Luambo? Luambo était beau, et puis Luambo avait... Mais cette avenue... Alors, on va aborder les sujets principaux. Merci à vous. On va tous patienter. Ce matin, je pense que le technicien sont sur le terrain. Mais il y a un mouvement. Il y a un mouvement, je m'excuse. Je n'ai pas traîné quand j'ai pris le taxi de Itaga-Huileri jusqu'ici. Ah oui, là c'est vrai. Je sens qu'il y a un mouvement. Il y a un mouvement quand même. Mais j'espère que tout au long de la journée, ça peut aller. Vous risquez des possibilités. Vous risquez des possibilités dures. Donner tort à Pascal. Non, non. Ça, je viens de vivre. Parce qu'il faut être honnête. Oui, d'accord. Je viens de vivre je pense de Regideso on aura le temps de faire le bilan demain. Oui, de Regideso à ici, on a mis 3 minutes. Ça ne s'est jamais fait. Mais c'est très important. Mais c'est à relativiser. C'est ça, c'est ce que j'ai dit. Parce que dans des artères où il y a des trous pleins d'eau, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas initier cette opération, ça ne peut pas marcher. Non, c'est impossible. Alors que Gombe, par exemple, est prise en charge par les 3 communes que Thierry était en train d'évoquer ici. Il y a Lingwala, Kinshasa, Barumbu. C'est très important. Pour entrer à Gombe, vous devez traverser ces 3 communes. Pour sortir, vous devez traverser ces 3 communes. Donc, or, ces 3 communes n'ont plus de routes. Merci. Les routes sont pleines. Merci. Alors, on va introduire. Merci à vous, Pascal Oyondié, pour cette intervention. Alors, on va introduire le sujet. Pascal a lancé le premier. Le premier. Vous allez prendre le second. Et puis, comme nous l'avons dit, les documents ici posent problème aujourd'hui au Congo. Si les Congolais ne mangent pas à leur faim, c'est parce que ce document n'est pas bon. S'il n'y a pas assez de routes, un peu comme l'a dit Pascal, parce que cette constitution a été écrite à l'étranger par les étrangers. Si il n'y a pas les fonctionnaires ne sont pas bien payés, c'est à cause de ces documents. Encore, il y a un autre problème? S'il y a, je ne sais pas, bon, si on n'a pas assez de gratte-ciel aussi, c'est parce qu'on n'a pas bien écrit ces documents. J'aimerais que vous, justement, c'était une illustration. Vous avez suivi le président de la République. Le président congolais qui dit qu'il a constaté, au-delà de faiblesse de cette constitution, que cette constitution ne permet pas aux institutions du pays de travailler
à temps plein. Ouais. Bien. Est-ce que le président a tort de dire que cette constitution aujourd'hui constitue un obstacle pour le long du développement de la République démocratique du Congo? Vite, je dirais non. Et je voudrais contextualiser le message du président de la République. Parce qu'en communication, il y a un discours, une déclaration et une parole qui a force de loi. Le président était dans deux casquettes. Et normalement, c'est la communication présidentielle qui devait diluer le message du chef. Et tous les messages du chef ne sont pas dilués. C'est pourquoi le débat est très houleux et chacun y va de sa chapelle. Ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des termes que le président aurait gardés pour son prochain dauphin dans la prochaine campagne. Il y a des termes que le président a utilisés pour exciter la foule à adhérer dans son message. Et le politique a saisi. C'est comme la viande de l'éléphant. Chacun tire là où c'est la bonne partie. Or, ça veut dire, quand vous parlez, vous faites allusion, c'est une forme d'une analyse voilée, vous voulez dire que les horaires du président, chacun, en tel concerne les chacun maintenant a tiré pour faire des analyses à sa manière, soit de détruire le discours du président, soit de chercher à avoir l'attention du président, soit carrément d'appuyer le président. C'est pourquoi il y a maintenant violence verbale autour de la Constitution. Parce que l'équipe communicationnelle du président ne fait pas de travail jusqu'après. Mais est-ce que le président les a consultés? Est-ce qu'il savait de quoi le président devait parler? Le contenu de l'intervention du président qui s'en gagne. Vous savez pourquoi est-ce que le président a toujours une équipe de communication? Peut-être qu'il improvise. Hein. Même à l'improviste, parce qu'il y a une direction de communication. Que fait le directeur de communication? Ça dit que pendant que le président parle, le directeur de communication devait avoir un stylo en train d'écrire et de relever ce qui pouvait fâcher la population. Comme ils ont laissé le discours comme ça. Ils n'ont pas traité cela. Ils n'ont pas traité. Ils n'ont pas non plus recadré. Recadré le discours. Bon, pas dire recadrer le chef. Non, c'est un recadrage. C'est ça le rôle de nous communicateurs. Comme professionnels. Comme professionnels. Bien nous entendu. Recadrons les politiques. C'est de notre rôle. C'est-à-dire, par exemple, si ces points, le président n'a pas voulu dire qu'il va rester éternellement. Éternellement, il voulait dire ça. Voilà. Voyez-vous? Alors, quand vous prenez les politiques de son parti, eux sont allés d'une manière forte et ils ont enfoncé le clou. Et ils ont enfoncé le chef. Vous voulez dire que l'intervention du président était hasardeuse? Même si il y avait hasard, à tout hasard, la sortie était hasardeuse. Il a saisi l'opportunité de cette audience pour relever certains problèmes. Et il en avait le droit. Mais le président devait rester dans l'article 69. Voyez-vous? Le président devait rester l'unificateur, le rassembleur, le pacificateur. Il a pris position? Il a pris position. Eh bien alors, j'aimerais poser une question. Est-ce que l'intervention de Félix Tshisekedi, c'est risqué ou c'était risqué alors que l'opposition aujourd'hui, la crise de tout le monde, il lui appeler au dialogue, à la cohésion nationale, il n'a pas entendu de cette oreille. Aujourd'hui, le président Tshisekedi prend de façon unilatérale dire cette initiative. Est-ce que vous pensez qu'il a défié tout un peuple, un peu comme le dit d'autres personnes? Non, il n'a pas défié le peuple, sauf qu'il a donné de l'eau au moulin. Et c'est pourquoi il y a cette tollée. Mais s'il y a une bonne organisation de l'espace communicationnel présidentiel, on peut remettre le débat et équilibrer. Parce qu'aujourd'hui, le débat n'est pas équilibré. Parce que le président a pris position. Le président a pris position. Mais et cette position divise les Congolais. Je crois que nos prédécesseurs ont voulu se donner des coups dans les couloirs, alors que ce sont des jeunes de la même génération. Ça dit que chacun veut prouver par rapport à ce que le président a dit. Or, le rôle des communicants ou
des communicateurs autour du chef de l'État devaient maintenant essayer d'équilibrer pour rencontrer le président et démontrer que le président est resté rassembleur malgré ou bon gré. Il aurait dit ça. Alors, je vais poser cette question et la même question sera répondue également par Pascal Ondje. Ouais. J'aimerais que nous puissions analyser. L'article 218 de la Constitution, Oui. le titre 7 qui parle de la révision constitutionnelle, reconnaît au président de la République cette prérogative de prendre l'initiative de réviser la Constitution. C'est d'ailleurs le point premier. Ouais. Maintenant, le problème, la question, je l'ai dit, Pascal va analyser à sa manière. Parce qu'il est d'ailleurs technicien, expert, spécialiste de questions politiques. Ici, j'aimerais que vous répondiez comme socialiste. Est-ce que l'article 220, qui, en son temps, vous savez que l'opposition a marché pour dire non à la révision constitutionnelle, touche pas à l'article 220, qui reconnaît plutôt au chef de l'État l'initiative de la révision constitutionnelle. Mais là, le président a parlé du changement. Voilà. Est-ce que le président a-t-il violé la Constitution? Oui ou non? Quand il dit qu'il va changer, et après il dit qu'il appellera les gens tout autour de lui. Il va réfléchir. Au-delà de la commission, est-ce que le président a-t-il ses pouvoirs de changer la Constitution? Non, d'emblée, non. Il n'a pas le pouvoir. Mais c'est pourquoi j'ai parlé des communicateurs ou des communicants dans l'équipe présidentielle. Le président, je ne vais pas les justifier, il a émis des hypothèses. Mais dans le narratif du président, il y avait plus d'affirmations. C'est sur ces affirmations-là que ces communicateurs devaient jouer pour permettre à ce que son discours soit consommable. Donc le président, il est allé d'ailleurs d'une manière plus forte que son prédécesseur. Kabila. Son prédécesseur était accusé. Aujourd'hui, les gens pensent que Kabila a été accusé à tort. Parce que Kabila ne s'est jamais prononcé officiellement sur cette question. Mais tout le monde, d'ailleurs, Vital Kamerhe, l'honorable président, autrefois, Pascal, Vital Kamerhe, l'honorable président, autrefois, il s'en était pris à Bochab, professeur Évariste Bochab, dans une conférence avec des étudiants, où il rappelait au professeur Bochab que c'était impossible de réviser la Constitution. Il n'y avait pas d'adéquation entre la révision de la Constitution et la réalité voilà. Dans la population. Merci beaucoup. C'est-à-dire, je chute. Cette question revient encore aujourd'hui. C'est-à-dire, quand on touche à la révision de la Constitution, là où les gens ne sont pas d'accord, c'est quand on veut faire croire que même l'article 220 pourrait être touché. Et c'est là où beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec le chef de l'État, quand il a aussi touché à dire qu'il va se référer à la population. Va-t-il se référer pour réviser la Constitution ou pour changer? Alors, Pascal Ondje, vous avez suivi la question tout à l'heure posée à Thierry Mukelekele. Le réalisateur, je pense qu'apparemment, il est distrait. Alors, Pascal Ondje, la même question posée à Thierry Mukelekele vous revient. Le président, l'article 218, lui reconnaît cette prérogative de réviser la Constitution, prendre l'initiative pour réviser. Est-ce qu'il n'est pas dans la Constitution? Vous avez lu cette prérogative qui est reconnue autant au président de la République de changer, où le président a utilisé un terme qu'il ne fallait pas. Parce que l'article 220, nous avons dit, qui est une disposition intangible, interdit de modifier le nombre et la durée des mandats du président de la République et tout ce qui va avec, vous le savez, le suffrage universel, la forme républicaine représentative du gouvernement. Est-ce que le président a eu tort de dire changer la Constitution? Sinon, pourquoi? Si oui, pourquoi? J'aimerais que vous analysez cette question. Merci d'abord pour la question. Je crois que j'avais suivi le président quelque part aussi. Il a dit que qu'on revise, qu'on change, on ne touchera pas aux dispositions intangibles. À partir du moment où il a évoqué cet aspect, je crois que les peurs, nos peurs, peuvent être un peu temporisées.
Accélérer la communication? Mais je crois que nous parlons le même langage. Hein. Parce qu'il faut toujours savoir expliquer ce que le chef a dit. Dans les propos du chef, il y a une certaine technicité. En tant que chef, il voit les choses très mal. Comme politique, peut-être? Politique comme dirigeant. Mais il faut que ce message soit relayé, n'est-ce pas, avec des explications, avec des termes plus clairs, afin d'aider la population à pouvoir comprendre effectivement ce que pense le chef sur cette question. C'est le rôle de la communication. Ce travail n'est pas fait. Et d'ailleurs, nous avons toujours dénoncé la cellule de la communication. Ces faiblesses, nous les avons toujours étalées ici. Mais simplement, nous devons savoir que la Constitution elle-même, elle se permet d'être changée ou refusée. On ne peut pas en faire un problème aussi. J'aimerais que vous citiez la disposition. Bon, peut-être parce que là, je ne sais pas vous l'indiquer clairement, mais au moins la Constitution... Le changement. Que ce soit le changement, que ce soit la révision. Oui, parce que à cette question, vous me poussez à réfléchir, parce que vous savez que la Constitution, c'est elle, la loi maîtresse. Lorsqu'on change toutes les lois organiques, je ne sais pas s'ils auront le même sort. C'est comme ça que, même en France, même ici, chez nous, vous suivez la Première République, Deuxième République, Troisième République. Ça veut dire qu'il y a eu un temps où il y avait d'abord l'ancienne Constitution, et lorsqu'on estime qu'il faut avoir une nouvelle Constitution, vous avez une autre République. Donc la Constitution connaît aussi des changements. Celle que nous avons aujourd'hui, vient de totaliser aujourd'hui 18 ans. Mais il faut une évaluation au regard de l'évolution de la société. Comme l'a dit le professeur Jacques Djouli. Voilà, au regard de l'évolution de la société. En 2011, on a, en tout cas, modifié certaines dispositions de la Constitution. Nous avons engagé le débat. Mais bien avant, il faut comprendre ici que le président de la République est issu de la famille politique qui n'a pas cautionné cette constitution en 2006. L'UDPS n'est pas allé au référendum, a rejeté le référendum, n'a pas considéré la constitution. Parce qu'il s'est agi de la voix du peuple, il fallait maintenant s'incliner. Mais il s'est fait aujourd'hui que l'UDPS au pouvoir. Mais il serait de bonne loi, de mon point de vue, d'apporter les éléments qui contribueraient à pouvoir avoir une bonne constitution, lesquels l'ont poussé en 2006 de refuser le référendum. Alors maintenant, dans l'évaluation, on peut ajuster. Alors quand vous parlez d'évaluation, vous faites allusion aux experts, ou c'est le travail de cette commission dont le président fait allusion, ou c'est les dialogues qu'a sollicité l'opposition en son temps? Non, on ne peut pas reviser ou changer la condition à travers un dialogue. Oui, mais quand vous parlez d'évaluation, c'est dans quel cadre? Parce que l'opposition a parlé des réformes. Vous avez évoqué certaines dispositions. Lorsqu'il faut parler de la révision, la Constitution elle-même, elle vous donne les voies qu'il faut suivre pour réviser. Le président lui-même peut initier la révision. Les deux chambres du Parlement réunies en congrès peuvent y penser. Le gouvernement, à travers le Conseil des ministres, peut maintenant, et aussi la pétition, voyez-vous. Mais on n'a pas dit à travers le dialogue, on peut envisager, en tout cas, une révision de la Constitution. Excusez. Je parle de l'évaluation, parce que là, il s'agit de la révision. Même l'évaluation. D'abord, c'est un travail préalable. Même l'évaluation. Le travail préalable, ça ne touche pas à la révision, Pascal. L'évaluation devient alors un problème des techniciens. Mais simplement, là aussi, j'étais entré, à travers mes points de vue quelque part... Les techniciens qui sont de l'opposition... Non, j'étais en train de critiquer le professeur Mbata. Parce que tous ces professeurs ont une tendance, malheureusement. Tout à fait. Et quand vous vous situez du côté de la famille du chef de l'État... Laissez-moi argumenter. J'étais en train de critiquer le professeur Mbata. Pas critiquer, mais je m'opposais au professeur Mbata à chaque fois lorsqu'il dit pour la Constitution, il faut laisser aux constitutionnalistes. Oubliant que la Constitution, n'est-ce pas, c'est la volonté d'abord du peuple. C'est l'expression du peuple. Et c'est le peuple qui a répondu aux différentes questions fermées, lui posées à travers le questionnaire, que nous appelons référendum. Et cette personne, ou ce peuple, qui a répondu aux questions, vous n'allez pas l'interdire de pouvoir analyser ce que lui-même avait répondu. Donc, c'est sa constitution. Voyez-vous? Et même lorsqu'on l'a voté à l'Assemblée nationale, les députés comme les sénateurs, tous n'étaient pas que des constitutionnalistes. C'était des politiques, des scientifiques, et certains étaient constitutionnalistes, bien entendu, et nous ont permis d'avoir la Constitution. Mais celle-ci, au regard du temps, je pense qu'on peut aussi apprécier certaines dispositions. Oui, j'étais au ministère de l'Intérieur, par exemple.
Le ministre de l'Intérieur aujourd'hui, il n'a pas compétence. Il est limité lorsqu'il est en face des gouverneurs, même des députés provinciaux. Et alors que... C'est ce que Chadari faisait malheureusement. Et alors qu'ils répondent du ministère de l'Intérieur. Sur le plan formel, il n'y a aucune Un disposition député légale. provincial peut y être sur un ministre de l'Intérieur. Voyez-vous? Donc, il y a certaines choses qu'il faut, lorsqu'il faut apprécier... C'est pas au regard de la décentralisation, là? Oui, mais ce sont des problèmes, parce que décentralisation, vous aurez une loi organique Pourtant, qui libre tire administration des ses origines provinces. de la Constitution. Donc, on peut adapter beaucoup de lois. Mais quand il y a autonomie, le ministre, les députés provinciaux ou les députés provinciaux n'ont pas à répondre au ministre de l'Intérieur. Quand ils se considèrent comme tels. C'est vice-là qu'il faut arranger. Et moi, je pense que effectivement, on ne peut pas empêcher aujourd'hui à une société de réfléchir sur la révision ou le changement de sa constitution. Le débat devrait être apaisé. Nous l'avons faussé en 2000. Est-ce que ce n'est pas question d'intention, Pascal Audi? Tout à l'heure, Thierry Moukelekele disait que Kabila, on l'a accusé peut-être à tort. Aujourd'hui, Oui. ils disent qu'il n'avait aucune idée de vouloir se maintenir au pouvoir. Mais c'est justement cette mauvaise intention que nous avions eue en 2011. L'article 220 a été notre chanson, et la chanson de Pascal Audi en même temps. Martin Fayou avait pris un tableau devant son parti politique sur l'enseignement. Chaque jour, on comptait le temps, et il avait écrit « Ne touche pas à mon 220 ». Le jour de la révision, Pascal, j'étais dans la salle du Congrès. Il y a eu bagarre entre les députés de l'opposition et les députés du pouvoir à son temps. La conséquence, la constitution que vous avez entre vos mains là, n'a pas bénéficié de vote de l'opposition. Tous les députés de l'opposition étaient sortis. À l'époque, François Mwamba était secrétaire général de MLC. Et c'est lui qui avait lu la déclaration de l'opposition à l'extérieur. Il avait pleuré. Mais on a voté. L'intention à son temps, comme vous l'avez dit, prêtée à Joseph Kabila, était de vouloir tout changer pour bénéficier d'un troisième mandat. Mais il n'a pas bénéficié d'un troisième. Mais par contre, c'est qu'il a... D'ailleurs, l'autre raison pour qu'on touche à la constitution aujourd'hui, on est parti des 2 tours pour l'élection présidentielle à un seul tour. Donc, mais on peut ramener cette constitution, n'est-ce pas, dans ses racines d'origine. À l'élection présidentielle, qu'est-ce qu'on faisait au premier tour? Il fait dire à beaucoup qu'il y a crise de légitimité aujourd'hui et que c'est lui qui est élu, même s'il ne représente pas la majorité. Mais c'était justifié comment? Lorsqu'on est allé au premier tour, il y avait beaucoup de candidats, je pense que c'était trentaine. 33. Ils se sont séparés, ils se sont partagés des voix. Au second tour, la majorité des candidats s'est agglutinée autour de Jean-Pierre Bemba. On va aux élections, Jean-Pierre réclame la victoire et ça crée un problème. Et Joseph Kabila a eu peur. Voyant venir les élections de 2011, il a cru que ça allait se passer de la même manière, avec risque de perdre maintenant le pouvoir. Il faut maintenant éliminer un tour, rester avec un autre tour. Les constitutionnalistes dont vous évoquez ici, les Bochab et ainsi de suite, ils ont réfléchi pour qu'on écarte un tour, on reste avec un tour. Avec ce tour, et voilà, la problématique de la légitimité est évoquée. Il y a beaucoup de... Alors, si on doit par exemple penser qu'il faut maintenant toucher à la Constitution, arranger ce qui a été mal fait en 2011 à travers la révision qui a été faite, en tout cas sans le consentement de tout le monde, je pense qu'on ne peut que revenir. Mais ce qui est plus important ici, qu'on se mette d'accord sur les principes. Alors, ma question, c'est à 2 volets. Oui. La même question que je vous pose, un peu comme je l'ai fait à Thierry Moukelekele, il va également répondre. Est-ce aujourd'hui, il faut penser à apporter ces changements via à ce qu'a proposé Fayou en son temps, faire des réformes consensuelles? Est-ce que ce n'est pas réfléchi aussi de vouloir mettre tout le monde autour d'une table, faire l'évaluation dont vous avez fait allusion ici, à travers une commission qui va impliquer l'opposition, majorité, société civile, toutes tendances confondues, et voir les problèmes réels de ces dispositions constitutionnelles avant de penser à changer. Au-delà des changements, ça c'est le deuxième volet de ma question, parce que tout le monde, Fayou l'a évoqué, le problème aujourd'hui c'est ce qu'il dit, il faut des réformes consensuelles dans tous les domaines. Vous avez parlé des institutions d'appel à la démocratie, la CENI, la loi organique aujourd'hui qui organise cette institution pour l'opposition, elle n'est pas, elle est à s'y mesure. Mais je pense que... Est-ce que c'est le problème de la Constitution? Le problème, c'est les dirigeants.
Ça, c'est le deuxième volet. Il y a deux questions, oui, excusez-moi, parce qu'il y a un deuxième volet. Je pense que toute initiative, si c'est l'initiative, par exemple, de Martin Fayoulou, pour qu'on passe par un cadre plus élargi, tout ça, fait de réfléchir comment avoir une nouvelle constitution, s'il faut passer par cette voie, je ne vois pas en quoi cela peut être mauvais. Mais simplement, il ne faudrait pas que seule ma voix soit bonne. Parce que moi, Martin Fayoulou, j'ai proposé qu'on prenne telle voie et qu'on n'a pas accepté. Donc, tout ce que les autres feront, ce n'est pas bien. Là aussi, ce n'est pas une bonne chose. Il a proposé un dialogue. Moi, j'avais soutenu le dialogue, de mon point de vue, à travers mes prestations. J'ai parlé du dialogue ici. Alors, le second volet de ma question. Est-ce que le problème, c'est la Constitution ou c'est l'incompétence? Fayoulou a parlé de quoi? Il a parlé de l'incompétence. Il y a un autre mot. La mauvaise gestion. Bon, tout ce qui va avec, il dit, le problème, ce n'est pas la Constitution, le problème, c'est les dirigeants. Laisse-moi un peu. Parce que c'est les dirigeants qui devraient donner la nourriture, le travail aux Congolais et tout ce qui... Accorde-moi même une minute pour que je réponde normalement. Les dirigeants, effectivement, ont une part de responsabilité. Nous, Congolais, notre comportement, nous devons nous regarder. Nous ne sommes pas des bons citoyens lorsque nous gérons l'État. À tous les niveaux, et vous allez vous rendre compte que nous affichons un comportement très indécent. Ce qu'il faut servir, c'est ce que nous nous servons. Et la conséquence, cette fois-là, vous n'aurez pas de route comme on n'a pas de route aujourd'hui. Beaucoup de mots vont ronger la société. Et ce problème, ce n'est pas le président de la République, même si des réformes peuvent partir de son niveau, mais nous devons également nous regarder. Donc, substantiellement, les dirigeants posent problème. Parce que je relativise toujours mon propos. Oui à la révision de la Constitution. Oui au changement de la Constitution. Mais ce n'est pas la raison qui fait que la gestion du pays puisse poser problème. Ce n'est pas la Constitution qui bloque la bonne gestion. La mauvaise gestion est imprimée par notre propre comportement. Et ça répercute si la population... On peut avoir une bonne constitution. À partir du moment où nous-mêmes, nous n'allons pas nous réguler, il sera difficile qu'on ait une bonne gestion. Merci beaucoup Pascal Ondié. Je rappelle qu'il est spécialiste des questions politiques. Thierry Moukelekile, les changements de la constitution. Est-ce qu'aujourd'hui, parler de réforme, selon la proposition faite par Martin Fayoulou, ou le faire sous, un peu comme l'a dit Tshisekedi, mettre en place une commission sans impliquer d'autres tendances politiques? Bon, c'est là où va se poser le problème. Moi, j'aimerais que le président joue plus avec cette constitution qui lui donne le pouvoir aujourd'hui, parce qu'il n'a pas autre texte sur quoi il devra se baser, même pour convoquer la commission là. C'est sur cette constitution. Et nous conseillons vraiment à l'équipe de communication de bien expliciter la pensée du chef. Parce que le chef ne peut pas se contredire, rejeter cette constitution qu'elle est une constitution des étrangers faite à l'étranger, mais c'est la constitution qu'il a placée en tant que président. Donc il y a des choses qu'on doit recadrer par la communication du chef. Changer la constitution dans le cadre espèce actuel, c'est impossible. Alors impossible, ça veut dire, c'est vouloir mettre le pays en feu. C'est impossible, c'est pourquoi la logique d'appeler des gens pour discuter, de créer cette commission-là, il faudrait que le président soit rassembleur. Hein? Que tout le monde ne considère pas cette histoire-là de opposition à pété, opposition à Nzala, parce que ça donne encore un esprit diviseur. Voyez-vous? Or, c'est lui qui gère l'opposition selon la Constitution. Est-ce que vous voyez l'opposition dans l'hypothèse où le président fera autrement? C'est-à-dire qu'il ne va pas impliquer tout le monde. C'est-à-dire qu'il ne tiendra pas compte... Excusez-moi de vous lancer. C'est-à-dire qu'il ne tiendra pas compte de l'appel de Fayoulou, des réformes institutionnelles, dans le cadre, comme l'a dit Pascal. Le président le faire autrement serait vouloir chercher... Donc, autrement, le président... nous remettre à Beauvau, comme je voulais dire. Le président doit éviter ce schéma-là. Le président doit rester dans le schéma de la Constitution actuelle. C'est-à-dire, le président doit rassembler les Congolais autour de lui. Parce qu'il allait de cette manière, il allait de la manière de l'UDPS, c'est faire pire que même le PPRD.
Regardez, le PPRD n'avait pas fait grand mot. Regardez la réaction populaire. Regardez la réaction du Sénat avec Léon Kengo Adondo. Aujourd'hui, c'est Vital Kamerhe qui encensait le Sénat parce que le Sénat avait résisté. Aujourd'hui, c'est Kamerhe maintenant qui est président de l'Assemblée nationale. Et c'est parmi les institutions qui devraient cautionner soit le changement, soit la révision selon la Constitution. Donc, Kamerhe, là où il a un devoir de Est-ce que je voulais dire, est-ce que vous voyez l'opposition aujourd'hui faire face ou empêcher Tshisekedi d'avancer sur cette ligne? On ne pensait pas que Kengo Adondo, qui n'avait pas 10 députés ou 5 députés, par une seule voix, les gens devaient entrer dans la rue. C'est Kengo Adondo, par sa voix, qu'il a modélé l'alinéa 8 et tout, et les choses étaient bloquées. Mais par rapport à cette réalité du jour, aujourd'hui, vous avez... Il y a l'opposition qui semble être divisée. Est-ce que vous voyez l'opposition... Sur la question du changement, l'opposition n'est pas divisée. Non, je parle par rapport à l'évolution. Ils sont un peu... Ils évoluent à l'ordre dispersé. Mais sur la question du changement, le refus au changement de la Constitution... Non, ils parlent le même langage. Non, j'ai dit par rapport aux actions communes. Ouais. Les actions... Vous voyez cette position encore être aujourd'hui pour faire face ou dire empêcher Tshisekedi d'évoluer? C'est possible parce que le peuple n'est pas d'accord. Vous-même, dans l'introduction de notre sujet, vous avez lu, pas ce que vous pensez, ce que dit le peuple. Au travers les réseaux sociaux, nous avons les mêmes mots que vous avez utilisés. C'était une question. Non, moi je fais la police des réseaux sociaux. On va finir, ça sera votre dernière prise de parole. Alors je chute en disant ceci, c'est que nous demandons au président un discours, une déclaration politique, ça va. Mais il agit par voie d'ordonnance. Donc, dans 2 mois, comme il a dit l'année prochaine, c'est là que nous comprendrons quelle est l'intention du président. Quand il va signer l'ordonnance, et maintenant, tout le monde devra se positionner. Alors, Pascal Ondié, l'opposition divisée, peut-elle empêcher Tshisekedi de diviser? C'est par rapport au fait que la Mouka n'est pas comme elle était hier, comme plateforme politique, un peu fracturée. Aujourd'hui, est-ce que l'opposition, cette opposition que vous voyez, d'ailleurs, il a repris les termes ici, Thierry Moukelekele, on parle d'une opposition à péter. Cette opposition à péter est-elle la même de faire obstacle à Tshisekedi aujourd'hui à l'IDPS, surtout que Kabouya a dit que c'est l'IDPS qui est majoritaire? Posons-nous la question aussi autrement. Est-ce que la constitution que nous avons ici, un jour, peut-elle être changée? La constitution que nous avons ici, est-ce qu'on peut la changer un jour? Si oui, quel est ce jour-là? Parce que, peu importe le jour en question, il y aura toujours des contestations, il y aura toujours une opposition. Ou alors qu'on dise que jamais, jusqu'à la fin du monde, la constitution que nous avons ici ne sera jamais changée. Non, mais que ça soit... qu'on explique tout le monde. Excusez, nous sommes dans l'analyse. Parce que souvent, lorsque nous parlons du changement, on donne l'impression comme ça on ne peut pas changer la constitution. Donc comme qui dirait, jusqu'à la fin du monde, nous allons rester avec cette constitution. Non. Or, elle est obligée de s'adapter à l'évolution de la société. Alors revenez à ma question parce qu'on a fini, Pascal. Est-ce que l'opposition aujourd'hui, tel que je l'ai dit... Je ne peux pas sous-estimer, je ne peux non plus estimer. Mais au regard du propos de Kabouya qui dit que l'opposition... Mais simplement, les contextes ne sont pas les mêmes. Si hier, n'est-ce pas, si hier, il y a eu, comme Thierry est en train d'évoquer ici le cas Léon Kengo Adondo, on ne peut pas faire une déduction, dire que n'importe quand, à n'importe quelle année, le jour où on osera toucher à la Constitution, la même réaction sera la même. Non, je ne crois pas que c'est de cette façon qu'il faut. Donc le contexte a changé. Si l'opposition, dans sa façon de voir les choses, va estimer qu'il faut, en tout cas, avoir la force de pouvoir s'opposer à l'initiative qui sera prise par le chef de l'État, ça c'est l'opposition. Moi, je ne serai qu'un observateur, mais simplement je dis la Constitution mérite... Le Conseil. Il n'y a pas à prodiguer conseil. La Constitution mérite être changée. Allez! La Constitution mérite être changée. La Constitution mérite être revisée. Merci. Question de choisir le temps. À vous tous d'avoir suivi. Une constitution fédéraliste ou unitariste? Merci.
Pardon? Mais une constitution fédéraliste ou unitariste? Parce que on ne nous positionne pas. C'est la population qui apprécie. Allez, si c'est la fédération, ce matin donc touche à sa fin. Merci infiniment à vous tous de l'avoir suivi. La rediffusion, ça sera à 18h sur le référendum CCTV, mais aussi à la radio à 22h, Radio Liberté qui est 96.8 MHz. Portez-vous bien. Au revoir, on vous retrouve demain, ça sera pour le deuxième numéro de la semaine.